on regarde les écrans. Regardez, on a deux écrans de 14,3 pouces. C'est bien pour Nissan Infiniti. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Nissan Infiniti sont toujours en retard, puis dans les dernières années, ils étaient vraiment en retard. Là, ils s'améliorent, mais ils se sont améliorés comme 4-5 ans trop tard. Fait que s'ils auraient sorti tous ces écrans-là, en 2021, ils auraient été dans le game. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de mon essai routier du Infiniti QX80. Si vous êtes un peu mélangé dans vos produits Infiniti, le QX80 est le plus gros VUS qu'ils font chez Infiniti. Et aussi chez Nissan, on va se le dire, son demi-frère, c'est le Nissan Armada. Alors, le QX80, c'est le big boy chez Infiniti. C'est celui qui compétitionne contre les Cadillac Escalade, Lincoln Navigator et le Jeep Grand Wagoneer. C'est vrai que c'est un Wagoneer, on ne l'appelle pas Jeep, mais le Grand Wagoneer, on va dire ça comme ça. Fait que c'est sûr et certain qu'il évolue dans une catégorie qui est assez, je pourrais dire, que beaucoup de compétition, beaucoup de technologie, puis aussi, c'est des modèles assez populaires, surtout pour les marques américaines, surtout quand on pense à GM qui font le Tahoe, le Yukon et l'Escalade. Fait qu'eux autres, ils en ont trois, tu sais, les Chevrolet, GMC et Cadillac. Chez Ford, c'est deux, pareil comme ça. Un modèle qui est quand même surprenant, qui est toujours à vendre. Je vais être franc avec vous. Depuis qu'ils ont arrêté de faire le Nissan Titan, je pensais que il y avait des bonnes chances que l'Armada puis le QX80 allaient disparaître parce que c'est des véhicules qui partagent quand même beaucoup de pièces puis ces choses-là. Habituellement, un ne peut pas trop vivre sans l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce modèle-là. Je vais vous dire aussi qu'est-ce que j'en pense aussi d'un modèle qui survit aux versions pick-up, je pourrais vous dire. Là. Parce qu'on va se le dire, souvent, quand on considère ce type de gros VUS-là, une des raisons pourquoi on achèterait ça, puis je vous rappelle que si vous êtes nouveau, moi, je suis un fervent consommateur et testeur de gros VUS. Moi-même, j'ai déjà eu un GMC Yukon de Denali. Mon père a eu plusieurs expéditions, Navigator, Yukon, etc. Même dans ma famille, il y en a qui ont des Tahoe. C'est populaire dans ma famille, c'est populaire dans qu'est-ce que j'ai toujours conduit. Puis peu importe, j'ai testé pas mal tous les modèles de toutes les générations. Fait que c'est quand même une de mes forces, je pourrais vous dire ici au Torque Podcast, les gros VUS de cette taille-là. Un des pourquoi qu'on achèterait un Infiniti ou un Escalade, ces choses-là. Puis, des fois, les gens comprennent pas trop ça. Des fois, ils comparent ça des fois avec les modèles qu'on retrouve, mettons, chez Audi, chez Mercedes ou encore chez BMW. Le pourquoi je vais rarement les comparer avec ces modèles-là parce qu'ils n'ont pas vraiment la même approche. La même approche, c'est vraiment, comment je pourrais dire, un body on frame, old school, qu'on peut remarquer beaucoup, qui est fait sur une base de pick-up. On achète un véhicule qui est gros, avec beaucoup de place pour s'asseoir dedans, mais aussi on vient acheter une espèce de fiabilité et aussi un côté robuste d'un pick-up. Alors, un vrai 4x4, puis des choses qui ont été prouvées, puis des choses qui sont faciles à réparer. C'est pas des choses qu'on va retrouver dans un X7 ou un GLS ou un Q8. Eux autres, c'est plus des VUS axés sur la conduite, la performance, ces choses-là. Puis souvent, ils sont plus petits. Souvent, ils ne remorquent pas autant. Puis souvent aussi, ils sont beaucoup plus dispendieux. Puis côté fiabilité, c'est pas... regardez, c'est pas comme si on serait sur un F-150, un 1500 de chez GM ou un Ram 1500 de chez Ram pour le Wagoneer. Fait que c'est pour ça que avoir une approche avec une base camion, en tout cas pour moi, c'est important. Ça offre aussi des fois une simplicité. Puis j'en parle souvent si vous avez écouté l'épisode sur l'expédition. Quand on s'éloigne trop du produit qui est fait sur la base, des fois, j'aime pas trop ça. Mais là, on est chez Infiniti. Fait que si on s'en éloigne, c'est un petit peu plus acceptable. On est dans le modèle de luxe, comme chez Cadillac, comme chez Lincoln, ces choses-là. Pas comme l'expédition.
Fait que, on y va pour le QX80. La dernière fois que j'ai conduit ces modèles-là, ça m'a jamais impressionné, mais là, tout nouveau, tout beau, mais quand même, chez Nissan Infiniti, c'est pas une compagnie qui est extrêmement en santé, fait qu'on recycle beaucoup de pièces, on réutilise. C'est jamais mauvais, je suis pas contre ça. Fait que j'y vais tout de suite avec le modèle que j'avais laissé. C'est un Infiniti QX80 Autographe 2025. Automatiquement, quand on entend autographe, on entend autobiographie, mais c'est autographe. Je vais en parler plus tard, là. des trucs. On s'en dit, on dit ça, il y a beaucoup de ils sont pas comme Jaguar, là. C'est pas comme genre on copie rien. Ils copient sur les meilleurs. C'est pas mauvais de copier sur les meilleurs. Le véhicule est disponible à partir de 110 243 $ et le modèle à l'essai était d'une valeur de 136 458 $. Fait que tout de suite en partant, on peut pas dire « Ah, j'ai choisi l'Infiniti parce qu'il était plus abordable que les autres. » Il est dans le même prix que les autres. Mais est-ce qu'il en offre autant? Telle est la question. Alors, sur le capot, on a un nouveau moteur j'étais curieux de conduire dans le QX80. On retrouve un V6 3.5 litres turbo. Il est basé sur le même moteur qu'on retrouvait dans l'Infiniti Q50 Red Sport. Alors, c'est un moteur qui sort d'une voiture. Jumelé en transition 9 vitesses. C'est bon pour 450 chevaux vapeur et 516 livres-pieds de couple. Bon. Auparavant, on retrouvait le V8 5.6 litres, qu'on retrouvait aussi dans le Titan. J'ai toujours été fan du V8 5.6 litres. C'était un V8 qui était vraiment... il y avait vraiment du jus, ce moteur-là. Il performait, je pourrais vous dire, comme un moteur qui était plus gros que ce qui était. Je dirais que les autres moteurs qui étaient environ les mêmes cylindrées, mettons, on prend un V8 5.7 litres MI de chez Ram, je trouvais qu'on sentait à conduire, je pourrais vous dire, le feeling un peu, là, on se sentait plus proche du V8 6.4 litres que du 5.7 litres de chez Ram là, ou chez Dodge en général. Puis pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'avant, il n'y a pas une méga différence. Oui, il y a une grosse amélioration pour le couple. Côté chevaux vapeur, 400 chevaux. Je trouvais que le moteur, il roulait rough. Puis on dirait que, tu sais, un moteur qui a été développé, je ne sais pas s'il y a d'autres applications pour ce moteur-là au Japon que je ne suis pas au courant. Puis s'il l'utilise à d'autres places. C'est un moteur que j'aimais beaucoup dans la Q50 Red Sport. Je trouvais que c'était une espèce de moteur de GTR, puis ça allait bien, puis ça poussait bien, puis ça avait une bonne performance. Mais là, dans un camion, je ne veux pas me lancer là-dessus, mais un moteur de camion qui a été designé pour être dans un camion, puis après ça, on le met dans un auto, ça fait une bonne job. Parce que c'est comme un moteur robuste. C'est fait pour avoir de l'abus, c'est fait pour faire du remorquage, c'est fait pour l'extrême chaud, extrême froid, et vice-versa. Là, un moteur d'auto qu'on met dans un camion, ça, je suis pas sûr. À long terme, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas s'il est fiable à long terme dans une application qu'il faut qu'il tire tout le temps un gros VUS. Dans le Q50, t'es super bon. Mais je pourrais vous dire que... les gars, je sais que, tu sais, Ford, au début, on va dire, là, c'est comme un EcoBoost, là. V6 3.5 litres Twin Turbo. Ils l'ont testé dans la Taurus, ils l'ont testé dans le Flex, ces choses-là. Puis après ça, ils l'ont appliqué dans la F-150. Puis avec le temps, dans la F-150, ils l'ont renforcé, amélioré, etc., etc. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que là, c'est un moteur-là, mais ils l'ont plus nécessairement dans un véhicule de masse comme le Titan. Fait que, est-ce que c'est vraiment un bon move d'avoir switché du V8 à celui-là? Oui, il y a plus de puissance. Oui, sûrement, il y a moins d'émissions et ces choses-là. Mais moi, je vais vous dire, derrière le volant, je pense que je préférais conduire le V8, même si le moteur
avait moins de puissance. Je trouvais qu'il y avait un beau bruit, il y avait un certain raffinement quand on accélérait. Celui-là, il est très silencieux, il a un bon couple à bas régime, mais il roule rough. Puis c'est dur à décrire comment... Ça, là, qu'est-ce que je vous dis présentement? Il faut vraiment tester des véhicules un après l'autre. Puis là, justement, ça fait 3 semaines que je teste des véhicules avec des moteurs similaires. Alors, le QX80 avec le V6 Turbo. Par la suite, j'ai eu la même version ou presque dans le F-150 avec j'ai eu le F-150 Tremor avec le V6 3.5 litres EcoBoost HO, que lui aussi, il avait des chiffres similaires à lui. Là, je trouvais que le EcoBoost, il roulait mieux, il y avait une meilleure transition, il était mieux calibré. Puis là, cette semaine, je suis dans le fameux Hurricane, qui est un 6 en ligne turbo qu'ils mettent dans le Ram maintenant, puis dans le Grand Wagoneer, ces choses-là. Puis je trouve que même là, regardez, ça fait que j'ai été le chercher un matin, mais je l'ai déjà conduit dans le Grand Wagoneer. Je trouvais qu'on voyait que le Hurricane était un moteur plus raffiné que celui qu'on retrouve chez Infiniti, puis encore plus raffiné que celui qu'on retrouve chez Ford. C'est des plus vieux moteurs. Chez Dodge, chez Ram, chez Jeep, c'est un nouveau moteur. On voit que c'est une nouvelle génération. Il est plus raffiné. On dirait qu'il est mieux calibré. On dirait qu'il est mieux balancé. Quand je vous dis que ça roule rough, c'est dur à décrire. C'est comme... c'est vraiment comme... j'en parle souvent aussi. Mettons un 2.7 litres qu'on retrouve chez GM, le 4 cylindres, versus un V6 2.7 litres qu'on trouve chez Ford. Le 4 cylindres roule vraiment rough. Puis on dirait qu'on a des vibrations, tout ça. Puis quand on pousse, c'est pas smooth. C'est sûr et certain, regardez, je roule souvent mon V10 de ce temps-ci, l'Audi que j'ai. Audi avec le V10, le S6. Puis ça, plus qu'on monte dans les cylindrées, plus qu'on vient avec une espèce de raffinement, puis on est piqué là-dessus. Puis, je trouve qu'avec le temps, les gens ne s'en aperçoivent pas, mais on a perdu un certain raffinement à mettre toute la quincaillerie dans ces moteurs-là, les twin turbo, les cams variables, les ci, les ça, les pistons qui arrêtent, les cylindres qui arrêtent, puis plein d'affaires pour répondre aux émissions. Puis je trouve juste que quand on pousse dans la RPM, ça vient vraiment faire une différence. Puis même si on est presque 20 ans plus tard, on n'est pas tout à fait 20 ans, mais au moins 15 ans plus tard, on ne retrouve plus... je sais que les manufacturiers se sont forcés plus à investir dans l'électrique puis ils ont lâché les moteurs, mais je trouve que ça fait un bout de temps qu'ils investissent. Ils passent plus autant de temps à investir dans le moteur pour faire un beau moteur qui fonctionne bien. Regarde, c'est mon 2 cents sur le moteur. Là. Je ne vais pas juste parler de moteur parce que je suis sûr certain qu'il y en a qui sont intéressés au QX80. Puis ils s'en foutent du moteur. Ils veulent juste quelque chose qui marche puis que peu importe, ne fait pas trop de bruit. Puis on veut savoir les gadgets. Mais je voulais vous parler de ces moteurs-là parce que, tu sais, moi, ça serait un des facteurs que je réfléchirais quand j'achète ce véhicule-là. Est-ce que c'est un moteur qui va être fiable? Est-ce que ça va être un moteur qui va être un problème à long terme? Puis surtout qu'il n'est plus basé sur un Titan. Tu sais, si vous me dites, ah ben là, ils vendent je sais pas comment de Titan par année, puis les bébites vont sortir facilement dans les Titans parce que monsieur tout le monde peut s'en acheter. Fait que de ce côté-là, ça va plus vite pour trouver les bébites, puis faire des recalls, puis faire des améliorations à comparer d'un moteur un peu plus obscur qu'on essaie dans ces véhicules-là, qu'on a mis là-dedans parce que peut-être le V8, il répondait plus aux émissions. C'est un véhicule qui ne se vend pas à la tonne, on va se le dire. C'est un véhicule à 130 000 $ qui est moins populaire que les autres. Puis ils ne vendent pas des milliers d'unités au Canada. Donc, c'est quelque chose à vous garder en tête. On parle de traction. On ne peut pas le mettre en 2 roues motrices. Ça, je trouvais ça un petit peu déplaisant. Dans ces modèles-là, habituellement, surtout si on veut faire des road trips, ces choses-là, ça ne donne rien de le laisser tout le temps en 4x4 auto. Tu sais, vous pouvez me dire, ma 4x4 auto, il est tout le temps en 2 roues motrices quand tu utilises. Il reste comme tout le temps plugué pareil. Tu sais, si vous avez un F-150 ou n'importe quel pick-up, faites un U-turn serré en 4x4 auto, puis faites un U-turn serré en 2 roues motrices, puis vous allez en apercevoir qui est connecté. Je l'ai fait avant hier. Mais
Ça, c'est un petit peu plate parce qu'on aurait pu peut-être aller chercher une économie de plus. Fait que full-time, je suis 4x4 auto, puis on peut le mettre en 4x4. Pas 10 000 modes de hors-route. C'est pas une machine hors-route. Là. On n'est pas dans un Grand Wagoneer, on n'est pas dans un Yukon AT4, un Taos A71 ou un Expedition Tremor. C'est pas quelque chose qui compétitionne avec des Range Rover. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. C'est une amélioration. L'ancien modèle avec le V8 le faisait en 5,8 secondes. Bon, sur la route, côté tenue de route, il est en arrière de la compétition, je pourrais vous dire. Là. Selon moi, celui qui tient le mieux la route, là, on élimine... Aujourd'hui, je ne parle jamais des BM et ces choses-là. Là. Je parle juste de ceux qui sont gros VUS là, sur un frame. Les GM et Ford sont plus stables. Le GM reste toujours plus stable que le Ford. Je les ai testés sa piste de course à Milford, au Proving Ground, chez GM, ces choses-là. Les GM sont de loin le plus stable pour la tenue de route. Il y a une tenue de route similaire au Grand Wagoneer. On est comme haute terre sur une suspension à l'air. Il est un petit peu, je pourrais dire, il ballotte d'un bord puis de l'autre. Le Grand Wagoneer, c'est acceptable de faire un certain sacrifice côté tenue de route à comparer du produit de chez GM ou chez Ford parce qu'il vient nous offrir des capacités hors route supérieures aux deux autres. C'est pour ça qu'il est plus haut, c'est pour ça qu'il ballotte plus. Mais lui, il fait juste ballotter plus. Il n'est pas supérieur pour le hors-route, ces affaires-là. Fait que, lui, il est vraiment en arrière des autres de ce côté-là. Confort sur la route, ça va bien. C'est quand même... On est sur une suspension à l'air. Là, j'étais déjà sur les pneus d'hiver. Par contre, toute la semaine, j'étais comme, il va bien, il porte bien, ces affaires-là. Puis là, j'étais allé dans un de mes fameux chemins. Peut-être qu'il y en a qui disent c'est plat, tu filmes tout le temps en même place. Pourquoi tu vas pas avec des décors fantastiques, sinueux, cyniques, fantastiques. Il faut faire une peinture, whatever, là, comment vous voulez dire ça, là, avec un super beau paysage, puis que je fasse des recherches pendant 10 ans pour montrer une shot avec un super paysage. Je roule toujours aux mêmes places parce que je teste toujours les mêmes véhicules à la même place. Puis justement, quand j'étais dans mon fameux chemin, que l'asphalte est pas mal détruit, là. Oh, by the way, je voulais vous faire une parenthèse dans mon essai. Avant, parce qu'Ève, elle vient avec moi, elle n'est pas là, mais elle vient filmer avec moi. Dans mon coin, l'autre ville à côté de chez nous, ils arrêtaient de mettre du sel, là. Ils appelaient ça un quartier blanc. I guess que ça peut être raciste, là, un quartier blanc. Là, à cette heure, là, ils ont mis des pancartes dans ma ville. Là, ils appellent ça des éco-routes. Ça, c'est en gros, là, c'est comme on met ça sur la responsabilité de l'environnement, mais on vient plus mettre du sel puis on passe pas la charrue à moitié. Là. Mais c'est pour l'environnement. Éco-route. D'accord. Je suis chanceux, où ce que je vis, c'est pas mon chemin, c'est pas un éco-route. Le camion, je trouve que quand le chemin est endommagé et raboteux, ces choses-là, il allait pas bien. J'ai passé avec des Lincoln, Nautilus, plein d'autres véhicules dans ce coin-là, puis ça flottait sur ces bosses-là. L'Infiniti, il flottait pas trop. Là, et je pourrais vous dire que il y a de l'admiration à faire de ce côté-là encore. Si on continue, on était sur des 22 pouces. Quand j'étais dans le trafic, la dernière journée, quand je l'ai ramené, je trouvais que le véhicule donnait beaucoup des coups de transmission. Il y avait de la difficulté, là, tu sais, quand on ralentit, puis il vient qui downshift comme en première vitesse, puis en deuxième vitesse. Puis on dirait que ces petites transitions en première et deuxième vitesse, il n'aimait pas trop ça, ou des fois, il y a de la difficulté à gérer ces trucs-là, puis je trouvais ça désagréable à base de vitesse dans le véhicule. Si on passe maintenant à l'extérieur, je trouve qu'il est quand même réussi à l'extérieur. Il est beaucoup mieux qu'il l'était auparavant. Auparavant, c'était un véhicule on dirait que c'était comme une espèce de gros véhicule gonflé avec plein de bulles. Là, ils l'ont modernisé, puis ils l'ont mis un petit peu plus carré. Grosse grille massive à l'avant, qui a de la gueule, qui a quand même une présence. Les lumières sont belles aussi. Les roues 2 tons, là, avec plein de mèches, c'est pas mes préférés, mais ça va bien. Ça fait le style Infiniti de ce côté-là. Il y a un style 2 tons, similaire à un Range Rover.
parlons tout de suite du package là, autographe. Là. On va se dire, là, il y a beaucoup de choses dans ce produit-là qui ont été inspirées de chez Range Rover. Je pourrais vous dire le 2 tons avec le toit, mais ça, tout le monde fait ça à cette heure. L'appeler autographe, c'est comme autobiographie. C'est comme... t'as vraiment pas d'imagination là, pour faire appeler ça comme ça, en tout cas, à mon avis, à moi. Même quand on passait à l'intérieur, les tons choisis, c'est des tons similaires au Range Rover que j'ai eu dernièrement. Puis ça, c'est elle qui me l'a fait remarquer. Elle me dit, regarde, c'est les mêmes tons, ils mettent ça au même endroit, puis tout ça. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'était bien, mais en même temps, c'est comme, on dirait qu'on manque d'imagination, à mon avis, à moi. Quelque chose de nouveau aussi, maintenant, les poignées, ils pop, là, comme un Mercedes un peu. Ça, je suis pas trop fan. C'est le genre de truc en hiver que ça gèle. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de marchepied électrique pour un véhicule à presque 140 000 $. Avoir des vieux marchepieds, là, ça, regardez toute la compétition là, même des modèles moins équipés vont l'avoir. On peut l'avoir dans le Yukon, on peut l'avoir dans l'Expédition Platinum, etc. Ça prendrait vraiment les marchepieds là, électriques là, qui montent puis qui descendent là, à ce prix-là. Là. Je ne dis pas qu'ils ont besoin de tout ça, mais quand tu as le modèle tout équipé, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre à avoir, puis ils ne l'avaient pas sur le modèle. J'ai pris plein de notes là, pour vous donner plus de détails, parce que des fois je ne filme pas tout de suite l'épisode après l'avoir essayé, quand c'est frais encore dans ma tête, puis tout là j'essaie de prendre vraiment plus des trucs qui m'ont achalé dans mon essai routier. C'est pour ça que à cette heure, je vais être un petit peu plus picky dans mes essais routiers. Là. Si on passe à l'intérieur, regardez, comme je vous disais, l'intérieur est très similaire à celui du Range Rover. On a les sièges chauffants jusqu'à la 3e rangée. Fait qu'en avant, la 2e rangée, puis en arrière. Dans la 2e rangée, on peut avoir des chaises capitaines. On peut avoir aussi des massages dans la 2e rangée. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. Est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend avec qui vous roulez, ces choses-là. Pour moi, donner un massage aux gens en arrière, c'est pas une priorité. Même pour moi-même, qui est le conducteur, c'est pas une priorité, mais pour les gens, ça l'est de plus en plus. Tout le long, côté techno, tout le long que j'ai conduit, il y avait le fameux Pro Pilot Assist. Pro Pilot Assist, je vais vous dire, c'est un des pires que j'ai eu à l'essai. Là. Ça va vraiment pas bien. J'ai pas trouvé la façon vraiment de le désactiver. Tout le long, je me battais avec. J'essayais de désactiver la Lane Keeping Assist parce qu'il joue tout le temps au ping-pong. C'est pas nécessaire. C'est pas un plus. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'était... Tu sais, j'ai pas cherché dans le guide de l'utilisateur puis cherché pendant 10 ans des vidéos sur Internet. Si mes trucs que je fais ou j'ai cherché vite fait... c'était difficile de désactiver. C'était difficile. Je veux vous dire. C'est difficile de désactiver puis c'est achalant. Si vous n'aimez pas ça, vous êtes comme pogné avec. C'est sûr et certain, il y a sûrement un moyen de le désactiver. Mais, tu sais, je vais vous dire, moi, cette semaine, j'ai le Ram 1500 à l'essai. Il y a 2 boutons. Il y a comme le cruise ordinaire puis il y a le cruise un peu à assister. Puis, tu sais, c'est un ou l'autre. Tu sais, je trouve que c'est simple. Ça devrait être comme ça dans toutes les autres affaires. Quand il y a trop d'aide à la conduite, moi, en plus des aides à la conduite qui sont pas bons, là, tu sais, chez Nissan, là, on dirait que l'auto, il faut qu'il fasse ping-pong une couple de fois, là, il va essayer de toucher aux 2 lignes, puis là, après ça, il se tient, là, puis là, après ça, il y a de la misère, puis c'est juste achalant. C'est juste achalant, ça va pas bien. Puis c'était vraiment pas le fun, là. Puis je ne sais pas pourquoi toutes ces compagnies-là poussent ces affaires-là. Même chose là, chez Ford là, avec le Blue Cruise affaire-là. Il va pas bien. Tu sais, chez GM, ils poussent le Super Cruise, mais le Super Cruise va super bien. C'est comme, essaye-les, tu vas l'aimer. Wow, c'est cool. Mais toutes les autres sont comme, essaye-les. Puis là, tu l'essayes, puis c'est comme, ça va vraiment mal, c'est super achalant. Puis après ça, comme chez Ford ou chez Lincoln, mais là, après 3 mois, tu es obligé de payer par mois pour l'avoir. Déjà, au début, je ne le veux pas dans mon camion. Penses-tu que je vais dépenser de l'argent pour le garder? Alors, les gars, tant qu'à mettre quelque chose, c'est juste qu'on dirait que c'est des produits qui ne sont pas finis. C'est aussi simple que ça.
Bon, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose aussi comme gadget? Il y avait des dashcams qui surveillent pour la sécurité. Fait que c'est bon, surtout dans le coin de Toronto ou à Montréal. Dashcam extérieur, intérieur. On a aussi le miroir caméra. La console au milieu est mal faite. Bon, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que on a une grosse console, vraiment old school. Tu sais, je vais vous le dire, le QX80, c'est quand même une vieille machine qui a comme un nouveau costume. Là. Il n'a pas été réinventé de A à Z. Tu sais, la suspension n'a pas été changée, le frame, puis tout ça. Ils ont mis un nouveau moteur, un nouvel extérieur, un nouvel intérieur. Mais quand même, ça reste comme sur l'architecture d'un vieux genre de Titan QX80 Armada. Là. Au milieu, la console, il y a une place pour mettre le téléphone. J'accotais tout le temps mon bras là. Puis, j'arrêtais pas d'ouvrir puis fermer le trou. C'est comme, soit je mettais mon bras au-dessus du trou, ou sinon j'accrochais la petite porte puis elle ouvrait tout seul. Super mal placé. Il n'y a pas d'espace pour rien mettre au centre. Toutes les autres, là, c'est comme les pros de la sacoche. Là. Tao, Yukon, on a une place on a une console qui va se retirer pour mettre littéralement une sacoche ou un sac de McDonald's. Même chez Jeep, même chez Cadillac, la console est mieux faite, elle est plus pratique, on peut mettre plus de choses. C'est pas aussi multifonction comme un camion au milieu. Puis pour moi, dans ces véhicules-là, surtout quand on regarde la compétition, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus. Même dans l'expédition, maintenant, ils ont copié un peu le Tao et le Yukon. Fait que, puis aussi dans le Navigator. Fait que, tu sais, ça vient... On dirait qu'on est dans un gros camion, mais à cause que la console est tellement grosse, mais tellement pas d'espace qu'on vient comme coincé dans un gros camion. Si ça fait du sens un peu, qu'est-ce que je dis. Il y avait un petit frigidaire dans la console au centre, au milieu. Je trouvais que ça prenait du temps à chauffer. Tu sais, il commence à faire froid de ce temps-ci. C'est une autre note que j'ai pris. Je trouvais que... Tu sais, des fois, je vais quand même en short au gym. Là, puis des fois, tu sais, j'aime ça quand il fait chaud dans l'auto. Il commence à faire comme des fois moins 5 ou 0. Je trouve que ça a pris quasiment tout le temps de mon 15 minutes que je conduis pour aller au gym. Là, juste à la fin, il commençait comme à faire chaud. Là. Moi, je trouvais ça long. Là. En tout cas, selon mon expérience. Tu sais, mon TRX, là, quand je le partais sur mon démarreur, là, je rentrais dedans et c'était genre tropical 30 degrés. Le TRX avec le L4, là, il chauffait pas à peu près. Ça, je m'ennuie un peu de ça. On continue dans la techno. On regarde les écrans. Regardez, on a 2 écrans de 14,3 pouces. C'est bien pour Nissan Infiniti. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Nissan Infiniti sont toujours en retard, puis dans les dernières années, ils étaient vraiment en retard. Là, ils s'améliorent, mais ils se sont améliorés comme 4-5 ans trop tard. Fait que s'ils auraient sorti tous ces écrans-là, en 2021, ils auraient été dans le game. Mais là, dans le game 2024-2025, ils ne sont plus dans le game. Déjà là, il était peut-être, avec ces écrans-là, il était peut-être égal à la game. On trouve peut-être chez Cadillac, même Cadillac était encore là, supérieur avec leur écran en haute définition, curvé, avec des caméras pour voir dans le noir, puis la projection du GPS devant nous. Encore là, Cadillac était supérieur en 2021. Mais là, on est en 2024-2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Cadillac a encore amélioré leur escalade, qui sort là, pour 2025. Ils ont amélioré leur intérieur, leur écran, ces choses-là. Chez Lincoln, on a l'espèce d'écran curvé de bord en bord avec un autre écran là, puis ça devient le kingpin des écrans. Nissan n'est pas dans le game. Même si on a un petit panneau pour contrôler nos affaires au milieu, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans le Grand Wagoneer, tout ça. Ils sont littéralement 4 à 5 ans en arrière. S'il aurait sorti ce produit-là en 2021, surtout quand GM a changé toute leur génération de 2020 à 2021, qui a été un gros changement, puis qui ont changé leur plateforme, ils ont changé leur suspension, puis ils ont amené les moteurs diesel, plein d'affaires. C'était là qu'il fallait lancer ça. Là,
à cause qu'ils sont en retard là-dessus, puis que là, toutes les autres upgrades, ben, QX80 est en arrière des autres, si tu veux pas, puis c'est une game de technologie. À l'arrière du tout, on a une petite tablette pour contrôler les sièges, ces choses-là. C'est cute, mais tu sais, c'est pas ça qui va vous faire pencher pour ce produit-là, de ce côté-là. On regarde les speakers, là. Moi, j'étais supposé aller au lancement, puis il est arrivé quelque chose que j'ai pas pu prendre l'avion. On a des... Puis il m'avait envoyé un speaker. J'ai un speaker de la même marque. C'est un Klipsch. K-L-I-P-S-C-H. Puis dans celui qu'on avait à l'essai, il y avait 24 speakers. Il y en a même dans la tête du siège, comme qu'on trouve chez Cadillac dans l'Escalade. Bon. C'est un système de son qui va bien, qui sonne bien. Il sonne pas super fort. Il n'est pas level disturb de peace. Là. Je vais vous dire que système de son dans le Macintosh qu'on retrouve dans le Grand Wagoneer est supérieur. Le Bose qu'on trouve dans le Cadillac est supérieur aussi. Puis celui qu'on trouve sûrement un nouveau Navigator aussi. Le Navigator, ça crachait fort. Je ne sais pas si c'est moi qui n'écoute pas la bonne musique pour les Klipsch, mais je trouvais que c'était pas assez gangster à mon goût. Parlant de gangster, je voulais faire une anecdote là-dessus. J'en ai parlé un peu dans le VIP. Pourquoi c'est important d'avoir un gros système de son dans ton QX80? Quand je restais à West Palm Beach, il y avait une madame elle avait un QX80 avec des 26 pouces dessus, puis elle avait plus que 50 000 $ en investissement audio dans son véhicule. Puis je pense qu'elle l'avait toute faite Dynamite, là, tu sais, toute mis une espèce d'insulation dedans pour que ça vibre pas. Le système de son était tellement fort, là, était tellement gangster. Là, on l'entendait à 2 km à la ronde. Elle faisait shaker tous les autres chars. Puis moi, ça m'a marqué. Un QX80, ça a toujours été comme la madame à West Palm Beach avec les dents en or qui faisait vibrer toutes les autres autos. Ça m'a marqué. Puis j'ai pas retrouvé le même niveau de système de son dans celui que j'ai eu à l'essai. C'est intéressant. C'est une petite anecdote un peu comique, là, mais ça me faisait penser à ça. Espace intérieur, on en parle. On revient sérieux. À cause que la console au centre est, je pourrais dire, assez massive. Pas tant de place que ça. Les sièges sont confortables. Rien de révolutionnaire. À l'arrière, même chose. Grosse console au milieu. Pas tant de place que ça entre les passagers puis mon siège. Je pourrais vous dire que ma plus jeune de 3 ans, avec son siège, était capable de me donner des coups de pied dans mon dossier, là. Mais moi, je suis quand même assez grand, je suis pied 3. Mais quand même, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'espace de ce côté-là. À l'arrière, c'est bien. Mais c'est rien comme on retrouve à la compétition. Puis, on revient à le pourquoi que les modèles américains sont autant supérieurs. C'est parce qu'ils viennent avec un plancher plat. Il n'y a pas une espèce de bosse pour faire passer le dry shaft, là, comme je pourrais dire. Puis là, ça l'offre beaucoup plus de place au centre. Même chose quand on est en deuxième rangée. Fait que ça vient libérer beaucoup d'espace pour les pieds. Dans la troisième rangée, on n'a pas l'espace qu'on retrouve dans un Escalade, ni surtout pas dans un Grand Wagoneer ou un Grand Wagoneer L. Il ne faut pas oublier que la compétition offre des versions allongées, ça qu'on n'a pas chez Infiniti. Donc on peut avoir un Grand Wagoneer L, on peut avoir un Escalade ESV, puis un Navigator L. Fait que pour ceux qui ont besoin de plus d'espace, ben ça fait une différence. Mais ça vient pas. Ça vient juste donner plus de valises, pas plus d'espace dans la troisième rangée. Mais le plus spacieux de la gang, c'est toujours le Grand Wagoneer, puis lui, il y avait vraiment de la place. Mais quand même, des adultes sont assez là. C'est pas trop compliqué pour aller en arrière. Mais encore là, à cause que le design du QX80 est basé sur une vieille plateforme, on retrouve beaucoup de sacrifices qu'on faisait auparavant qu'on n'a plus à le faire. Comme exemple, dans un Escalade Navigator. Parce que toute la configuration de la suspension a été refaite à l'arrière. Fait qu'on est capable d'avoir un plancher plat. Puis aussi, on est capable, dans la valise, d'avoir une valise plus basse. Fait qu'on vient gagner de l'espace cargo dans la valise.
Puis, c'est pas que ça qu'on retrouve dans le QX80. La valise est toujours haute. Fait qu'on fait un autre sacrifice sur l'espace cargo. Puis quand on a beaucoup de passagers, ben, c'est quand même, la valise n'est pas si grosse que ça. Il y a beaucoup de monde qui font comme, c'est un gros Freerest, c'est tellement inutile, c'est tellement gros. Il n'y a pas tant de place que ça. Je vais vous dire, il y a plus de place dans une valise d'un Kia Carnival que dans celui-là. Mais si vous choisissez l'allonger dans les autres modèles américains, là, vous avez une vraie bonne valise pour amener plusieurs personnes avec vous autres quand vous avez tous les sièges levés. Parce que quand tous les sièges sont levés, la valise n'est pas si grosse que ça. Fait que, et aussi, j'ai remarqué que quand on baissait les sièges, ils ne venaient pas à plat. Fait que le dossier restait avec une angle. Fait que ça, c'est un autre désavantage aussi quand on charge les choses, il ne vient pas plat. C'est toutes des affaires qui ont été réglées là 5 ans, à peu près. 4-5 ans. Fait que comme je vous dis, ce camion-là aurait été compétitif en 2020-2021. Même là, en 2021, il serait fait manger les croûtes par les autres à cause du nouveau redesign. Fait que c'est vraiment comme un 2020. Là. Là, il y en a, oh, j'en ai un, puis là, tu le trouves pas bon, puis c'est pas vrai ça, moi j'aime pas ça, les trucks américains. Regarde, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a, là. Pourquoi que les GM ont fait ci, puis les ça? Pourquoi ils ont changé ces modifications-là? C'est pour avoir le pencher plat, pour avoir plus de cargo, etc., etc. C'est les raisons pourquoi ils ont fait ça. Puis c'est important de savoir parce que des fois, les gens qui vont considérer ces genres de camions-là, des fois, peut-être qu'ils ont justement jamais fait un tour dans une escalade, un Navigator ou un Grand Wagoneer, puis ils sont un peu vendus japonais. Fait que des fois, ils ont toujours eu un Pathfinder ou un QX60 toute leur vie, puis là, ils montent là-dedans, fait comme « Wow, c'est fantastique, c'est gros, puis c'est la meilleure chose que j'ai essayé de ma vie. » Tu sais, avant de dire que c'est la meilleure chose que tu as essayé de ta vie, va essayer d'autres choses. C'est pour ça que moi, je suis là, puis j'essaye tout. Bon, côté consommation d'essence, pas de miracle de ce côté-là. C'était entre 14 et 15 litres au 100 km facile. Moteur quand même gourmand, puis je vous rappelle qu'on ne peut pas le mettre en 2 roues motrices. Fait que ça vient avoir quand même un effet sur la consommation d'essence. Bon, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 8500 livres. Regardez, en gros, tu sais, comment je pourrais vous dire? Si le véhicule serait peut-être un 15-20 000 moins cher que la compétition, je vous dirais, oui, ça a de l'allure parce qu'il est moins cher. Oui, peut-être que avoir une escalade full equip va vous coûter plus cher que le prix que je vous ai dit. Mais l'escalade va vous offrir 10 000 autres affaires dedans. Puis, tu sais, ça reste que, oui, c'est un beau design, mais à mon avis, il n'y a pas la gueule du nouveau Escalade. Le nouveau Escalade est très agressif. Très beau, très belle grille. Toute la technologie qu'il y a dedans, tout ça. C'est juste que c'est un véhicule qui est tellement... Il est en retard en arrière des autres. Tu sais, comme je vous dis, si le véhicule coûterait environ 15-20 000, tu sais, j'aurais eu celui-là, l'autographe, mais pour 110, 115 000, j'aurais dit, là, ça fait du sens parce que c'est moins cher. On a une plus vieille technologie, on n'a pas tous les derniers gadgets qu'on peut avoir chez la compétition. Ça fait du sens. Surtout que c'est un modèle qui est pas autant optionnel. On ne peut pas avoir autant d'options que chez la compétition. On ne peut pas avoir une version allongée. On ne peut pas avoir un moteur diesel. On ne peut pas avoir une version de performance comme avec le Cadillac V, etc., etc. C'est beau, les sièges massants puis tout ça, comme je vous le dis. Pour moi, c'est pas une priorité. Ils le font tout anyway. Cadillac le fait. Le Navigator le fait. Le Navigator, tu as un spa, tu as des senteurs, tu as une expérience visuelle. T'as un petit monsieur ou une petite madame qui sort de la console puis qui te masse les pieds. T'sais, on en est presque rendu là. Mais, tu sais, c'est comme... moi, je vous parle surtout côté mécanique. C'est ça qui m'inquiète. C'est vraiment... On n'est plus sur la base d'un Titan. On va chercher un auto de sport, que là, on met le moteur dedans. Ça va être bon à long terme. Si vous êtes pro-techno, c'est vraiment celui qui est le plus en arrière des autres. Regardez, il faut vraiment tomber en amour. Je pourrais vous dire avec ce véhicule-là, c'est sûr et certain, je le mets en arrière
de chez Cadillac, Lincoln et Grand Wagoneer. On va mettre un numéro 4. J'ai pas essayé le Lexus, là. Mais je pourrais vous dire, dans ces gros VUS-là traditionnels, malheureusement, il est toujours en dernière place, selon moi. Alors, dites-moi dans votre avis dans les commentaires, est-ce que vous le trouvez fantastique? Est-ce que vous trouvez que c'est pas cher, 136 000 $? Est-ce que la technologie vous fait votre affaire? Lequel est votre préféré? Est-ce que c'est l'Escalade? Est-ce que c'est le Navigator? Est-ce que c'est le Grand Wagoneer? Le Lexus? Ou vous avez pas trop compris et vous êtes encore en train de parler du BMW X7 puis du GLS puis tout ça? By the way, la dernière fois que j'ai eu un GLS, il coûtait presque 300 000 $. Fait qu'il n'est pas dans le même game, mais moi, je pense que, regardez, j'ai pas essayé encore le Navigator, mais avoir tous les gadgets qu'il y a dedans puis comment que ça a été mon expérience avec le Nautilus, je pense que l'Escalade est toujours numéro 1, surtout le V. Là. Le V était très cher, mais comme je vous dis, j'ai jamais eu autant le sourire en arrière d'un volant, d'un gros VUS comme l'Escalade V. Puis à chaque fois, je le shiftais, puis qui squattait, puis que le son qui sort de l'Escalade V, c'est juste comme... tellement ridicule que ça en est jouissif, je pourrais dire. Ça c'est sûr, certain, ça reste toujours dans mes coups de cœur. Là. Si je gagne à la loto, c'est pas mal un des véhicules qui va être sur ma liste, ça c'est sûr et certain. Fait que dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma section VIP sur YouTube et aussi sur Spotify. Une section VIP, plus de 20 épisodes. Il n'y a pas de publicité. Vous avez du contenu exclusif presque une fois par semaine. En tout cas, c'est 3 à 4 fois par mois minimum. Aussi, vous avez toutes les vidéos en priorité. Des fois 24 heures à l'avance, des fois 48 heures à l'avance. Fait que ça vaut la peine. Ça encourage le podcast si vous appréciez ma franchise. C'est sûr et certain, on parle de trucs plus croustillants, un peu plus comme... explicite là. On se laisse un petit peu plus aller dans le VIP. Ça vaut la peine, ça m'encourage. Fait qu'on se retrouve dans le VIP. N'oubliez pas de vous abonner si c'est nouveau, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.